Comment peut-on regarder des films zoophiles et devenir un des hommes les plus puissants des États-Unis? Bonsoir. Je suis ravie de sortir ma première vidéo YouTube. Ça me fait trop plaisir d'être là. Et pour ça, je remercie le premier sponsor de ma chaîne, Son Père. Merci donc à moi-même for putting in the work. I want to thank me. Pour vous raconter l'affaire Anita Hill. Mais il est déjà l'heure du trigger warning. On va parler des scandales sexuels aux États-Unis. C'est bien, c'est pas du tout d'actualité. Cette affaire devait être l'intro de ma prochaine vidéo. Alors pour rien louper, tu connais, abonne-toi, mets un like et active la cloche. C'est maintenant l'heure de se plonger en 1981. 1981, ça date sa mère, au point où Indiana Jones fait ses débuts au cinéma, Diana Spencer épouse le prince Charles, et les télés dernière génération ressemblent à ça. Anita Hill, elle a 25 ans et elle a passé son doctorat en droit à l'université de Yale. Elle est avocate et elle commence son nouveau travail à Washington comme conseillère juridique de Clarence Thomas, le secrétaire adjoint au bureau des droits civiques au ministère de l'Éducation. Plusieurs mois après sa prise de poste, Anita, elle kiffe son taf. Mais maintenant qu'elle est bien installée, Clarence change clairement d'attitude. C'est le début d'un harcèlement sexuel. Il propose d'abord à Anita d'aller dîner, d'aller boire un verre, et ce, à de nombreuses reprises. Anita refuse systématiquement. Alors Clarence devient de plus en plus problématique. Il lui raconte les films moins de 18 qu'il regarde, en prenant le temps de décrire la taille des membres des acteurs, notamment celui de Monsieur Langdon Silver, qui a repris le blast de cette formation rocheuse de l'Utah. Subtil. Clarence n'hésite pas aussi à parler de son membre, à lui, mais aussi de ses propres pratiques sexuelles, face à une Anita trop choquée pour lui balayer son gros crâne. Et oui, Anita ne peut pas utiliser la violence physique pour le remettre dans sa grand-mère, comme beaucoup pensent qu'il est possible de faire. Parce que Clarence est son supérieur hiérarchique. Et que dans un milieu professionnel, on ne peut pas démarrer les gens comme ça. Comme on va le voir, il est très courant que la personne qui est victime de harcèlement sexuel, elle préfère ne pas renverser l'ordre établi en alertant sur la situation par peur que la situation justement se retourne contre elle. Le temps passe et Clarence profite de conversations anodines de travail pour faire des dérapages que même Fast and Furious, ils ont jamais fait. Et pourtant, ils sont allés dans l'espace. Il lui raconte en détail des scènes de zoophilie entre des femmes et des animaux qu'il a vus dans des films, mais aussi des scènes de V. Au calme, au taf. Vraiment, petite pause café du jeudi matin, quoi. Anita lui répond toujours qu'elle ne veut pas parler des sujets qu'il lui impose, mais elle est impuissante, parce qu'on est à une époque où le harcèlement est juste banalisé. C'est pas un sujet problématique dans le milieu professionnel. Si les victimes prennent sur elles le courage d'aller parler aux collègues, au RH, on leur répond au mieux « Bon, Michel, il est peut-être un peu lourd, mais c'est pas un méchant. » Et au pire, on leur répond que Michel, il a les contacts qui lui permettent de tuer ta carrière. Anita ne parle pas de ce qui lui arrive à son entourage professionnel, mais elle en parle à sa famille et à ses amis. Elle sait très bien que Clarence, il est plus installé qu'elle. Il est plus âgé. Quand elle a commencé à bosser pour lui, elle avait 26 ans, il en avait 34. Il est plus gradé, et d'ailleurs, il continue de monter en grade, et elle a très peur des répercussions qu'il pourrait y avoir si elle répétait ce qu'il lui dit à quelqu'un du milieu. Alors oui, c'est triste. Mais pour rappel, les années 80, c'est l'époque où le télé-évangéliste Jerry Falwell déclare que le sida, c'est, je cite, la punition divine des homosexuels. Et c'est aussi l'époque où Jacques Chirac dit de Margaret Thatcher pendant une réunion du Conseil européen « Mais qu'est-ce qu'elle me veut de plus, cette mégère? Mes couilles sur un plateau ?» À l'heure où je publie cette vidéo, quasiment 10 ans après MeToo, quand une victime de violences sexuelles porte plainte contre un homme célèbre, on peut lire régulièrement des remarques comme « Si c'est vrai, pourquoi elle parle que maintenant? Elle fait ça pour gagner de l'argent, les fausses accusations, ça détruit des carrières. » Enfin, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, des gens à qui il manque 15 minutes de cuisson. Du côté d'Anita, elle veut quand même faire carrière dans le milieu juridique aux States. Alors quand Clarence Thomas quitte le ministère de l'Éducation pour devenir président de la Commission pour l'égalité à l'emploi, pour lutter contre les discriminations au travail, elle devient son assistante. Quelques mois plus tard, en 83, elle quitte son poste pour devenir prof de droit en Oklahoma. D'ailleurs, elle a été la première personne noire américaine à y être titularisée 6 ans plus tard. Mais c'est pas parce qu'elle travaille plus avec lui que les ponts y sont coupés. Ils restent en contact, ponctuellement, pendant plusieurs années. Et on va le voir, c'est quelque chose qui va lui être reproché. 1991.
En 91, les rares téléphones portables qui existent, ils ressemblent à ça. Une brique, enfin, Claire Chazal fait son premier JT et on s'ambiance sur Losing My Religion de REM. YouTube et les réseaux n'existent pas, c'est l'âge d'or de la télévision. Aux États-Unis, Donald Trump, il est pas encore orange, il connaît déjà le goût des feutres, comme on peut le voir avec cette déclaration, où il explique qu'il déteste voir des hommes noirs compter son argent et qu'il préfère le voir entre les mains des hommes de petite taille qui portent des kippas tous les jours. Le goût des feutres. Et le président s'appelle George Bush, père. En juin, il y a une place qui se libère à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est que chiel. Eh ben, on n'a pas d'équivalent direct en France, mais elle s'apparente à un mix entre la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Ouais, ça c'est un gros morceau. Elle est constituée de 9 juges, dont un qui préside. Les juges sont nommés par le président, mais leur nomination doit être validée par le Sénat. Les sénateurs, il y en a 100. Et pour info, ils sont élus par le peuple en direct, comme ça le président, il gère pas le bail tout seul. Et si tu te poses la question de qui fait quoi, en gros, le Sénat vote les lois avec la Chambre des représentants, leur Assemblée nationale, et les juges s'assurent que ces lois, mais aussi les actes du président, sont conformes à la Constitution. Il crée également des jurisprudences sur certaines lois qui vont s'appliquer à tous les tribunaux du pays. Comme je te le disais, en 91, il y a un juge qui quitte son poste à la Cour suprême. Il s'appelle Thurgood Marshall, c'est le premier noir américain à avoir accédé à cette fonction et il part après 24 ans de bons et loyaux services. Il a 82 ans, ça va pas top top, il a un glaucome, il est sourd, il part clairement parce qu'il est fatigué. Et c'est assez intéressant pour le noter, parce que la majeure partie du temps, quand les juges de la Cour suprême laissent leur place, c'est parce qu'ils meurent. Grosso merdo, quand t'es nommé à la Cour suprême, t'es nommé à vie. Faut savoir qu'au moment où Thurgood Marshall y part, la majorité des juges de la Cour suprême sont démocrates. Tout comme la Chambre des représentants et le Sénat. Ça arrange pas des masses le président qui est républicain. Pour le moment, il est un peu niqué côté législatif. Il a une carte à jouer avec la Cour suprême. C'est le moment de remplacer le démocrate Marshall par un bouc bien conservateur. Et son choix se porte sur Clarence Thomas. Il l'aime beaucoup, le Clarence. Faut dire qu'il a aussi des avis bien 15 minutes de cuisson. Il est contre l'avortement, contre la discrimination positive et pour le port d'armes à feu. Goût des feux lui aussi. Bush père le nomme juge le 1er juillet. Alors là, les réactions sont partagées. Les républicains, ils se frottent les mains, mais certains s'inquiètent un peu parce qu'il a très peu d'expérience. Ça fait que 1 an et demi qu'il est juge fédéral. Et ils pensent que Bush l'a choisi parce qu'il a la même couleur de peau que Marshall. Quoi qu'il, on lance le process habituel. Pour valider sa nomination, les sénateurs créent une commission sénatoriale. C'est un petit groupe de travail de 10 sénateurs, comme les TPE tard l'époque, pour étudier son dossier. À la tête de cette commission, on met un sénateur démocrate du Delaware qui s'appelle Joe Biden. Oui, le Joe Biden. Qui est la preuve que, décidément, les implants, ça marche. Bush attend des sénateurs qui le valident son poulain. Il est confiant, parce qu'il se dit que les démocrates ne peuvent pas refuser un homme noir à la Cour suprême. Qu'importe ses idées. Pendant l'été 91, il y a un truc qui fait tiquer les démocrates. Un ami d'enfance d'Anita Hill leur parle du harcèlement sexuel qu'elle a subi. Le sénateur démocrate Ted Kennedy, qui fait partie du TPE là, il en parle à Biden. Ted Kennedy, c'est le petit frère de JFK. Il est viscéralement contre la nomination de Clarence, mais en 91, il peut rien faire. Pas parce que tout le monde sait qu'il a une tendance à picoler, ou parce qu'il a un passé v'là sombre avec cette histoire de Chappaquiddick dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais parce que depuis quelques mois, sa famille est dans la merde. Et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Donc on a Ted Kennedy qui met une petite pression à Biden, genre gars, c'est le genre de sujet sur lesquels faut enquêter. Biden accepte d'aller voir le FBI début septembre. Il leur dit « Coucou la team, faites-moi un rapport sur le Clarence, je veux comprendre de quoi on parle ». En attendant ce rapport, le procès se poursuit. La commission auditionne Clarence le 10 septembre sans mentionner Anita et le harcèlement. Alors Joe Biden, il est emmerdé parce que l'heure tourne et la rentrée des classes de la Cour suprême, elle est prévue comme le veut la tradition au premier lundi d'octobre, soit le 7 octobre. Et Biden, il est pas le seul à avoir le cul dans les ronces. Anita, elle a rien demandé, mais elle a quand même le FBI qui vient toquer à sa porte pour l'interroger sur son ancien boss, Clarence Thomas.
Sa première réaction, c'est qu'elle veut pas témoigner. Ça l'intéresse pas. Elle a 35 ans, elle a un poste de professeur, elle est respectée. Elle a pas envie de remuer la merde en se replongeant dans ses souvenirs. Elle en parle à ses proches, ils lui disent que c'est important, que peut-être ça pourrait faire changer les choses, et vas-y, elle accepte. Mais elle veut que ça reste entre elle et le FBI. Pas de médias, pas de journalistes qui viennent toquer à sa porte. Elle veut de la discrétion. Elle est donc interrogée, et Clarence aussi. On met ça dans le rapport, qui écrit très vite, trop vite, d'après certains, parce que le rapport, il donne pas de conclusion sur les fameux propos rapportés. Le 26 septembre, il est envoyé au Sénat et à la Maison-Blanche. Les sénateurs et le président sont au final du même avis. Les propos d'Anita ne sont pas assez tangibles pour que Bush soit obligé de présenter quelqu'un d'autre. Sauf que le 6 octobre, la veille du vote du Sénat pour valider la nomination de Clarence, qui est aussi la veille de la rentrée de la Cour suprême, il y a de la merde dans le ventilo. Ça y est. L'histoire d'Anita Hill fuite dans la presse via la National Public Radio, c'est un peu genre Radio France, parce que la journaliste Nina Totenberg a mis la main sur une copie du rapport. Le scandale médiatique qui suit est inédit à Washington. Il n'y a encore jamais eu un juge de la Cour suprême qui s'est vu dans les journaux associé au mot harcèlement sexuel. Clarence est à nouveau convoqué devant la commission sénatoriale pour s'exprimer sur cette histoire, mais c'est pas le seul. Anita Hill, qui veut de la discrétion, de la confidentialité, et bah là, elle peut aller siffler là-haut sur la colline, hein. L'audience sera diffusée en direct à la télé et elle durera 3 jours. Beaucoup de monde est emmerdé par ce scandale avec en première ligne les républicains. Bichette. Ils peuvent pas laisser passer cette chance d'avoir un nouveau copain à la Cour suprême. C'est à ce moment-là que l'un d'eux, John Danforth, le plus gros soutien de Clarence Thomas, y croise Biden au gymnase des sénateurs. Les deux hommes trouvent un accord. Pour éviter que le scandale politique prenne plus d'ampleur et secoue un peu plus le pays, Biden donne sa parole à Danforth pour que les auditions soient rapides. Ce qui veut dire qu'Anita et Clarence sont auditionnés pour la forme, mais que le fond, il est déjà réglé. Le matin du 11 octobre, Clarence, il est là pour laver son nom et sa réputation. Pour ça, il adopte une position simple à comprendre, mais culottée face au groupe de TPE. Il se place en victime d'une attaque démocrate. Pourtant, les démocrates, ils savaient ce qu'il avait fait. Et ça passait, hein. Ils allaient le valider, le forceur. Mais surtout, il dit qu'on l'attaque parce que c'est un homme noir qui arrive à un poste de pouvoir. Est-ce qu'il y a eu tentative de récupération politique de la part de certains démocrates ? Oui. Si ça avait été possible, il l'aurait bien disqualifié pour un argument très simple. Il n'a pas les valeurs nécessaires pour être un bon juge. Aussi simple que ça. Pour eux, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit noir, ni même avec le fait que ce soit un gros dégueulasse. Non, ça a tout à voir avec ses opinions sur des enjeux de société. Contre l'avortement, pour le port d'armes, il y a une bonne partie des citoyens et des citoyennes qui seraient moins en sécurité aux États-Unis avec un juge pareil à la Cour suprême. Alors le Clarence, il envoie le ouin-ouin et il y va pleine balle. Senator, I would like to start by saying unequivocally, uncategorically, that I deny each and every single allegation against me today that suggested in any way that I had conversations of a sexual nature or about pornographic material with Anita Hill, that I ever attempted to date her, that I ever had any personal sexual interest in her. And from my standpoint, as a black American, as far as I'm concerned, it is a high-tech lynching for uppity blacks who in any way deign to think for themselves, to do for themselves, to have different ideas. And it is a message that unless you kowtow to an old order, this is what will happen to you. You will be lynched, destroyed, caricatured by a committee of the US Senate rather than hung from a tree. Alors là, il fait bien entendu référence à une période hyper sombre aux États-Unis, la ségrégation raciale. Pendant des siècles, aux States et ailleurs dans le monde, les Noirs étaient des esclaves pour les Blancs. Notamment par exemple dans les plantations de coton, dans des États comme ici le Mississippi, ou dans des plantations de sucre, ici en Louisiane. Ils avaient aucun droit aux yeux de l'État
de la justice. Pas de droit à l'éducation, pas de droit de liberté de mouvement, et j'en passe. C'est qu'en 1865 que l'esclavage est officiellement aboli aux États-Unis. Mais ça va pas arrêter pour autant le racisme, loin de là. Pour contourner la fin de l'esclavage, les États du Sud légalisent la ségrégation raciale, qui sépare les Noirs et les Blancs dans les espaces publics, mais aussi aux yeux de la loi. Les conséquences sont désastreuses. Sous prétexte d'excuses les plus vides les unes que les autres, comme un regard, un vêtement, les Blancs harcèlent et tuent des Noirs, souvent par pendaison. Et ça dure des dizaines et des dizaines d'années. Tout est fait pour garder une domination blanche. Il y a malheureusement énormément d'exemples qui existent pour pouvoir illustrer l'ambiance de cette époque, et je vais prendre le cas de Mary Turner. Alors attention, ce que je vais raconter là maintenant est très violent. Pour les personnes les plus sensibles concernant la santé des femmes et celle des enfants, je vous invite très fortement à vous rendre à ce timecode. Faut pas hésiter. En mai 1918, en Géorgie, Mary Turner voit son mari être tué par des Blancs alors qu'elle est enceinte de 8 mois. Elle crie en public que son meurtre est injuste, qu'elle portera plainte contre ses meurtriers et qu'elle les fera condamner. Le lendemain, une foule exclusivement blanche vient devant chez elle pour, je cite, lui apprendre une leçon. Ils la sortent de force, ils la pendent par les chevilles à un arbre, ils l'arrosent d'essence avant de la mettre en feu. Mais elle meurt pas tout de suite. Non, il savait ce qu'il faisait. Il savait comment faire pour terroriser. Alors que son corps et ses vêtements étaient en train de brûler, ils lui ont ouvert le ventre et son bébé est tombé au sol. Il a poussé son premier cri avant qu'un homme ne s'avance et lui écrase la tête avec son talon. La foule a ensuite tiré sur Mary une centaine de balles. C'est ça, la ségrégation raciale. C'est non seulement ne pas être considéré par l'État, mais c'est aussi et surtout la peur que n'importe quel moment de vie qui peut être anodin ou là dramatique avec la mort du mari de Mary, ça ce soit une justification pour un déferlement de haine, pour une violence qui sera jamais condamnée. Parce que là, de toutes les personnes qui ont participé ou juste assisté à ce qui est arrivé à Mary Turner, personne n'a été inquiété de la moindre sanction. Personne. Et c'est à ça que Clarence Thomas fait référence quand il dit « Vous m'embêtez parce que je suis noire ». Alors que non, les TPE, ils t'embêtent parce que t'es un gros porc. T'es un responsable hiérarchique qui est allé raconter des choses ignobles de zoophilie et de V à ta collègue noire. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as zappé qu'elle était noire elle aussi? C'est incroyable. À ta manière, tu as fait régner un climat hostile dans lequel les femmes qui travaillaient avec toi ne pouvaient pas t'envoyer chier, ni même te contredire. Et elles avaient donc pas d'autre choix que de subir patiemment en priant je sais pas qui, je sais pas quoi, pour que ça s'arrête. Elles allaient tous les jours au travail avec au moins la volonté de payer leurs factures. Dans le cas d'Anita, c'était pour essayer de créer un monde meilleur et à tomber sur toi, qui parle de ton vieux pipou là, et qui parle de V, qui parle de zoophilie. Quelle indignité. Je pensais pas sortir un mème de Sarko, mais les circonstances aussi là. Desperate Times. L'après-midi du 11 octobre 1991, c'est au tour d'Anita Hill de passer devant la commission sénatoriale. Elle a été assignée à comparaître. Elle a pas le choix d'être là. Vraiment. Mais quand faut y aller, faut y aller. Et d'ailleurs, elle devait pas être seule face à cette commission. 4 autres femmes qui ont fait partie de l'entourage professionnel de Clarence sont prêtes à témoigner de ses agissements. L'une d'elles s'appelle Angela Wright. Elle a bossé avec lui dans les années 80, quand il présidait la commission pour l'égalité à l'emploi. Elle était la directrice des affaires publiques de cette commission. Donc lui, c'était son N+1 direct. Alors il lui demandait son tour de poitrine, il lui faisait des commentaires sur les seins des femmes qu'il croisait, il insistait fortement pour qu'il se fasse des dates, sans succès. Et il s'est même pointé chez elle à l'improviste. Elle confirmera qu'il a une obsession bizarre pour les poils pubiens, jusqu'à en voir sur sa canette de coca. Mais Joe Biden a refusé que ces 4 femmes soient auditionnées. Dans le cas d'Angela, il estimait qu'elle était un témoin un peu trop compliqué à faire passer, parce qu'elle a un fort caractère, mais aussi parce que Clarence Thomas l'a virée pour des soi-disant propos homophobes qu'elle aurait tenus, parce qu'elle a toujours contesté. Je sais pas vous, j'ai quand même l'impression que les propos homophobes, ça lui pose pas tant de problèmes que ça. Anyway,
Biden justifie son refus de faire témoigner Angela Wright sous prétexte qu'on pourrait considérer qu'elle vient se venger. Et puis Biden, il a donné sa parole à John Danforth là, pour que les auditions elles soient rapides. Moins de témoignages à prendre en compte. Ça donne des républicains moins fâchés. Et donc, la vie politique peut reprendre son cours plus rapidement. Ils peuvent tous retourner se bouffer le nez, là, sur les lois à voter. Par chance, la famille d'Anita a pu venir la soutenir, mais elle se retrouve quand même seule devant le groupe de TPE, qui n'est constitué, oh surprise, que d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ils sont gavés d'être là, les gars. Hein. La rentrée de la Cour suprême, elle aurait dû se faire il y a plusieurs jours. Mais il y a cette femme qui a trop ouvert sa bouche. Donc maintenant, faut l'écouter. Anita raconte ce qu'elle a vécu. During this period at the Department of Education, my working relationship with Judge Thomas was positive. I had a good deal of responsibility and independence. I thought he respected my work and that he trusted my judgment. After approximately 3 months of working there, he asked me to go out socially with him. What happened next and telling the world about it are the two most difficult experiences of my life. It is only after a great deal of agonizing consideration and great number of sleepless nights that I am able to talk of these unpleasant matters to anyone but my close friends. I declined the invitation to go out socially with him and explained to him that I thought it would jeopardize what at the time I considered to be a very good working relationship. I believe then, as now, that having a social relationship with a person who was supervising my work would be ill-advised. I was very uncomfortable with the idea and told him so. I thought that by saying no and explaining my reasons, my employer would abandon his social suggestions. However, to my regret, in the following few weeks, he continued to ask me out on several occasions. He pressed me to justify my reasons for saying no to him. These incidents took place in his office or mine. They were in the form of private conversations which would not have been overheard by anyone else. My working relationship became even more strained when Judge Thomas began to use work situations to discuss sex. On these occasions, he would call me into his office for reports on education issues and projects, or he might suggest that because of the time pressures of his schedule, we go to lunch to a government cafeteria. After a brief discussion of work, he would turn the conversation to a discussion of sexual matters. His conversations were very vivid. He spoke about acts that he had seen in pornographic films involving such matters as women having sex with animals and films showing group sex or rape scenes. He talked about pornographic materials depicting individuals with large penises or large breasts involved in various sex acts. On several occasions, Thomas told me graphically of his own sexual prowess. Because I was extremely uncomfortable talking about sex with him at all, and particularly in such a graphic way, I told him that I did not want to talk about these subjects. Elle est ensuite interrogée par les sénateurs et avec le recul en 2026, ils ont l'air d'être du genre à taper sur les tuyaux pour faire de l'eau plate. Tell the committee what was the most embarrassing of all the incidences that you have alleged. You testified this morning that the most embarrassing question involved, this is not too bad, women's large breasts. That's a word we use all the time. You testified, you drew an inference that Judge Thomas might want you to look at pornographic films, but you told the FBI specifically that he never asked you to watch the films. Is that correct? The fact is, flatly, he never asked you to look at pornographic movies with him. Quote, this is not too bad, I can read it. Thomas liked to discuss specific sex acts and frequency of sex, close quote. You said you took it to mean Judge Thomas wanted to have sex with you, but in fact, he never did ask you to have sex, correct? No, he did not ask me to have sex. He did continually pressure me to go out with him, continually,
and he would not accept my explanation as one as being valid. So that when you said you took it to mean we ought to have sex, that was an inference, a mere allegation. Senator, I would suggest to you that for me, these are more than mere allegations. These are the truth to me. These comments are the truth to me. I'm not questioning your statement when I use the word allegation. I know about sexual harassment and discrimination against women, and I think I have some sensitivity on it. How reliable is your testimony in October of 1991 on events that occurred 8-10 years ago? How sure can you expect this committee to be on the accuracy of your statements? I guess one really does have to understand something about the nature of sexual harassment. It is very difficult for people to come forward with these things. I've got to determine what your motivation might be. Are you a scorned woman? Do you have a militant attitude relative to the area of civil rights? Do you have a martyr complex? The issue of fantasy has arisen. Are you interested in writing a book? You are not now drawing a conclusion that Judge Thomas sexually harassed you. Yes, I am drawing that conclusion. That Well, is then I don't understand. Pardon me? Then I don't understand. Do you have anything to gain by coming here? Has anybody promised you anything by coming forth with this story now? The witness did not say anything to the FBI about the described size of his penis, the description of the movie Long Dong Silver, about the pubic hair in the Coke. Senator Specter pointed out some inconsistencies. All we've heard for 103 days is about a most remarkable man, and they scoured his every shred of life, and nobody but you has come forward. If what you say this man said to you occurred, why in God's name would you ever speak to a man like that the rest of your life? That's a very good question. And I'm sure that I can't not answer that to your satisfaction. That is one of the things that I have tried to do today. I have suggested that I was afraid of retaliation. I was afraid of damage to my professional life. And I believe you have to understand that this response, and that's one of the things that I have come to understand about harassment, that this response, this kind of response, is not atypical. And I can't explain. It takes an expert in psychology to explain how that can happen. But it can happen, because it happened to me. Well, it just seems that so incredible to me. That is a most contradictory and puzzling thing for me. On retrouve bien sûr les questions habituelles de pourquoi vous n'avez pas parlé avant si vous étiez si indigné que ça. Pourquoi vous n'avez pas tout noté au fil du temps? Vous êtes avocate, vous savez qu'il faut des preuves. Il lui demande même si elle se serait pas inspirée d'affaires similaires. En fait, le souci, c'est qu'il la dépeigne au public comme étant une femme qui a succombé au charme de Clarence et qui chercherait à se venger de lui. Notamment parce qu'il en a choisi une autre. Ouais. En 87, le mec s'est marié avec l'avocate Virginia Thomas, dont on va reparler. T'inquiète qu'il y a des choses à dire au sujet de Virginia. Pour éclairer nos lanternes quant à pourquoi Anita a pu rester en contact avec lui, pourquoi elle n'a pas coupé les ponts de manière définitive, on peut citer une experte, la professeure Jennifer Freyd, qui enseigne la psychologie en Oregon et qui a défini ce qu'on appelle la théorie du trauma par trahison. C'est quand quelqu'un en qui on a confiance et ou qui détient un pouvoir sur nous, nous maltraite. En l'occurrence ici, un patron. Si cette personne trahit la confiance que tu avais placée en elle par ses agissements, ça va influencer la manière dont cet événement est mémorisé dans ta tête. Et ça peut entraîner ce qu'elle appelle la cécité à la trahison. Cette cécité, cet aveuglement inconscient sur les événements, ça permet de préserver les relations entre une victime et son agresseur. Parce que la victime ne considère pas qu'il serait positif pour elle de couper les ponts. Dans le cas d'Anita, ça permet de garder une relation cordiale avec celui qui a eu autorité sur elle. Et qui reste, même après son départ, dans une situation de pouvoir vis-à-vis d'elle. De par l'environnement dans lequel ils évoluent. Parce que le monde juridique aux States, c'est pas si grand. Il y a aussi quelque chose d'autre
autre qui s'applique. C'est la peur des représailles. Clarence lui a dit que si elle parlait de son comportement, ça ruinerait sa carrière à lui. Et là, on peut se dire, quelle représailles si c'est sa carrière à lui qui est pétée. Les niveaux de pouvoir ne sont pas les mêmes. Il est plus âgé, il évolue à un plus haut niveau. Preuve en est, il est nommé à la Cour suprême. Il a plus de contacts qu'Anita. D'autres hommes de pouvoir travaillent dans l'ombre pour lui faciliter la vie comme John Danforth. Il y a une interview très intéressante qu'Anita a faite en 1992. Let me ask you two difficult questions. And it's not an effort to rehash the hearings, but these are the two questions that I think I heard in conversation more than any other. People say, well, I sat there and I watched her and I wanted to believe her, but I don't understand how she could say nothing for 10 years. I don't understand how she could stay with him. I don't understand how she could follow him to another job. How do you make those people understand? I can't make those people understand. I really can't. Not from my situation. But what I can do is really to share with those people what others have experienced. One of the things that women do when this happens is to examine themselves, and even to the extent of blaming themselves, their own behavior, their own actions, their own words. And so that is a factor in women not coming forward. Another thing that happens very often is that women are told, either by their harassers or by others, that they won't be believed if they come forward. And they know of enough experiences of other women where not only were they not believed, but they were actually made to be the culprit in these situations. And with that background, with all the societal pressures, with the economic pressures of trying to keep a job, with the pressures of knowing that you need a reference from this job to get the next one, women very often choose to try to get out of the situation or deal with it as best possible at the time and move on to the next in the future. Do you think that's what, in essence, happened to you, that you came forward and they didn't believe you? That in some ways you were made to be the culprit? Yes, indeed, that is what happened. And I think that anyone raising a claim of sexual harassment has to understand that there is a great potential for that occurring. Petit retour en 91, à la fin des 3 jours d'audience, le Sénat vote pour la validation de Clarence Thomas à 52 oui contre 48 non. C'était chaud, habituellement c'est pas aussi serré, mais c'est passé. On va maintenant se pencher sur la manière dont les médias ont traité l'affaire. Certains journaux ont soutenu Anita Hill, mais d'autres, comme The American Spectator, ils l'ont descendu. Le journaliste David Brock a écrit un article puis un livre dans lesquels il qualifie Anita d'un peu folle et un peu slutty, un peu salope. Le lendemain des auditions, le 12 octobre, le Saturday Night Live présente un sketch parodique. On a même droit à Chris Rock en Long Dong Silver. Alors les conséquences d'une mauvaise presse dans un climat sexiste, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se permettent d'appeler Anita chez elle pour l'insulter. Elle a reçu des menaces de mort au travail. Et d'ailleurs, l'ambiance de travail s'est tellement dégradée avec le temps qu'elle partira pour enseigner dans le Massachusetts. J'adore dire le Massachusetts. Une partie des journaux de l'époque l'ont faite passer pour une femme en mal d'amour. Jalouse que Clarence Thomas ait épousé une femme blanche. Comme on l'a vu, il s'est marié en 87 avec l'avocate Virginia Thomas, qui depuis s'est révélée être une proche de l'extrême droite américaine. Fun fact sur Virginia et son gros culot. En 2010, elle a appelé Anita Hill sur son lieu de travail pour lui demander de s'excuser publiquement et de donner une explication complète de pourquoi elle a fait ça à son mari. On va revenir sur Virginia la bouffonne parce qu'elle a pas fait que ça. Non. Et concernant la communauté noire américaine, c'est pas non plus là qu'Anita a été soutenue. Elle a été accusée de desservir la cause, d'empêcher un homme noir d'accéder à un poste de pouvoir. À l'époque, et parfois encore aujourd'hui, on va pas se mentir, les enjeux de société touchant les femmes sont relégués en arrière-plan.
bien en arrière, sous prétexte que c'est pas assez grave pour qu'on en parle autant, et qu'il y aurait des causes plus nobles, des causes supérieures éthiquement parlant, pour lesquelles se battre, et qui donc méritent plus de place dans les médias. Parce qu'après tout, les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ne peuvent concerner que la moitié de la population mondiale. Une personne sur deux, dans le monde. On va pas s'en faire un deuxième trou de balle. Mais l'affaire Anita Hill a quand même eu des retombées positives. En 92, 4 femmes ont été élues sénatrices. Ce qui est tellement rare que, pour la presse américaine, 92, c'est l'année de la femme. L'image d'une dizaine d'hommes blancs qui jugent des propos racontés par une femme noire, ça a assez choqué pour réaliser que le témoignage des victimes doit pouvoir être entendu par des personnes formées et éduquées à cette thématique. L'affaire reste célèbre aux États-Unis pour avoir favorisé l'adoption du Civil Rights Act de 91. C'est une loi qui permet de dédommager les victimes d'harcèlement. Et dans les années qui suivent, ce sont 70 lois anti-harcèlement qui seront votées aux États-Unis. Maintenant, on va se poser la question de que sont-ils devenus en 2026 ? On commence avec celui qu'on connaît le plus en France, Joe Biden. Il est bien entendu resté dans la sphère politique, il a été sénateur pendant 36 ans avant de partir en 2005 pour travailler avec Barack Obama, dont il sera le vice-président, et bien sûr il sera élu le 47e président des États-Unis en 2020. Mais avant ça, en 2017, avec le mouvement MeToo, les ricains ils ont changé de point de vue sur l'histoire d'Anita Hill. Et le comportement de la commission sénatoriale, mon petit groupe de TPE, il a été remis en question. Joe Biden a alors exprimé des regrets publics. Il a estimé qu'il devait des excuses à Anita sans pour autant en faire. En 2019, avant de lancer sa campagne présidentielle, il l'a appelée. Sauf qu'il lui a dit « Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé », ce qu'elle n'a pas considéré comme des vraies excuses. Pour elle, de vraies excuses, ce serait de dire « Je reconnais avoir mal agi, je vous ai pas assez soutenu comme je l'aurais dû, et pour ça, je vous présente mes excuses ». Là, pour Anita, ce qu'il lui dit, c'est plutôt « Ah bah désolé que tu l'aies pris comme ça en fait ». Elle dit au passage qu'il devrait également s'excuser auprès des 4 autres femmes qui l'ont empêché de témoigner. Comme la polémique pouvait éclabousser sa campagne et qu'il avait un peu le feu au cul, il a déclaré quelques semaines après qu'Anita n'avait pas eu droit à une audition équitable, qu'elle n'avait pas été bien traitée et qu'il en prenait la responsabilité. Elle a donné une interview à LUS où elle a dit « C'est devenu un running gag chez nous quand quelqu'un sonne à la porte de dire « Oh, est-ce que c'est Joe Biden qui vient s'excuser ?» Après, elle dit aussi qu'il y a plus important pour elle qu'attendre que Biden lui présente ses excuses. Elle l'a pas attendu, elle, pour avancer dans sa vie. Mais c'est vrai que c'était très important pour les démocrates que Biden se défasse le plus possible de ce scandale parce qu'il était face à Donald Trump. Et on le sait tous et toutes aujourd'hui, Trump, c'est le président américain qui a le plus de casseroles au cul concernant les femmes. On a eu Grab Them by the Pussy, il y a aussi son amitié de longue date avec Jeffrey Epstein, et tout ce qui est sorti récemment dans les dossiers. Il y a sa condamnation pour agression sexuelle qui a été confirmée en appel en 2025, et les accusations de plus de 25 femmes pour harcèlement et ou attouchement. Donc face à Trump, Biden, il fallait qu'il monte patte blanche. Bon, c'est passé quand même, mais Anita s'est dit inquiète du nombre de femmes qui ont dit que Biden avait eu des gestes déplacés envers elle. À l'heure où je publie cette vidéo, Joe Biden s'est retiré de la vie politique à cause de sa santé. Il est atteint d'un cancer de la prostate agressif qui s'est répandu dans ses os. Qu'en est-il d'Anita ? Et après son témoignage, elle a reçu 30 000 lettres de soutien de femmes qui lui ont envoyé leurs remerciements, mais qui lui ont aussi confié ce qu'elles ont vécu dans des situations similaires. Et elle a donné cette interview en 92. Women who have hidden these experiences from even their husbands for years are able to talk about them. And that's important emotionally and psychologically. What were the costs to you? Well, there is obvious costs of privacy, loss of privacy. There were costs in terms of my family. My parents were exposed to ugliness in a way that was really unfair and unfortunate and hurtful to them. And that is something that makes me very angry, that they would have to, at this age, that they would have to be exposed to that kind of ugliness when what they've done is tried to raise 13 children and do the best that they could, and I think that they've done a great job. And I was publicly vilified, and it's something that I would not wish on anybody else.
You think it would have been different if there had been a woman on the committee? I think so. I think there would have been more sensitivity. I hope that it would have been different. And I honestly believe that there would have been more sensitivity. And it has to be. We've got to confront this, and we've got to get beyond these myths that we hear and read and tend to believe because they're easier to believe about women. We've got to get to the real problem, the reality. The myth being that women ask for it? Women ask for it, that they control it, that they somehow they file these claims because they're disappointed, employment or romantically disappointed. And in some cases, very rare cases, according to statistics, that may be true. But that doesn't deal with the whole vast majority of the cases where these are valid claims. Women are oppressed and they don't feel like they have an outlet to address them. Toujours suite à son témoignage, les plaintes pour harcèlement sexuel ont augmenté. Pas parce qu'il y a eu plus de victimes, mais parce qu'elles ont eu moins peur de parler et de dénoncer. Les entreprises ont commencé à faire de la prévention sur le harcèlement et à enfin prendre des mesures disciplinaires contre les harceleurs. Alors oui, il y a encore du travail, mais fallait bien un point de départ pour que les mentalités évoluent. Il y a eu un avant et un après Anita Hill. En 2026, elle est toujours prof de droit et de politique antidiscriminatoire à Brandeis University dans le Massachusetts. Depuis 2017 et l'affaire Weinstein, elle préside la commission sur le harcèlement sexuel et l'égalité à l'emploi à Hollywood. En 2020, elle fait partie de la liste du Time des femmes les plus influentes des 100 dernières années. McQueen, on la voit un peu partout dans des événements caritatifs, sur des plateaux télé, à l'after party des Oscars, à des remises de prix quand elle donne pas des conférences à travers tout le pays. À 69 ans, elle milite toujours pour faire entendre sa voix contre ce qu'elle a vécu. Alors justement, Clarence Thomas. Sans surprise, à 77 ans, il est toujours juge à la Cour suprême à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est même le juge le plus ancien. Il fait peu de conférences, il parle peu pendant les sessions publiques, mais il est là. Et ouais, depuis qu'il est juge, il nous en a fait et des belles. Comme quand il a voté pour l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade en 2022, l'arrêt qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral, il est favorable à la peine de mort et il est contre le mariage gay. Alors pendant longtemps, il était un peu un ovni parmi les autres juges, parce qu'il a quand même des points de vue hardcore pour certains, mais maintenant que Trump est au pouvoir, il est juste banal. Et comme on change pas une équipe qui gagne, au moins 2 autres femmes se sont plaintes de lui pour harcèlement sexuel et attouchement depuis sa nomination en 91. En 2023, il a été pointé du doigt pour avoir profité des largesses de son ami milliardaire, le Texan Harlan Crow. On parle de séjours sur ses yachts de luxe, de voyages en jet privé, de vacances dans des palaces, la belle vie en vrai, quand on a un copain qui pèse aussi lourd. Mais rien de tout ça n'a été déclaré au fisc. Et ce qui hérisse un peu le poil de certains, c'est que Harlan Crow, c'est un gros donateur du parti républicain depuis 50 ans. Or, ça sent fort à la corruption et le conflit d'intérêts. En tant que juge, Clarence, il a un peu un devoir d'indépendance. Quand il a un cas à juger et qu'il se retrouve face à des copains de copains, ça pue un peu pour la justice. Mais chez les Thomas, il n'y a pas que monsieur qui fait de la merde, il y a aussi madame. Virginia, c'est une figure contestée à Washington parce que c'est la première fois qu'un conjoint de la Cour suprême est aussi actif dans le militantisme politique. En 2010, elle a fondé l'organisation Liberty Central, dont l'unique but était de lutter contre l'Obamacare. Ouais, c'est cette loi qui permet d'améliorer le système de santé américain et qui ensuite allait être étudiée par son juge de mari 2 ans plus tard. Qui est surpris d'apprendre qu'il a voté contre l'Obamacare? En 2020, Joe Biden est élu face à Donald Trump, mais Madame Thomas n'accepte pas la défaite et devient une des conspirationnistes les plus influentes à contester la victoire de Joe Biden. Pour ça, elle a envoyé des mails bien coup de pression à des législateurs d'Arizona et du Wisconsin. Dans ces mails, elle affirme qu'il y a eu une fraude électorale et qu'ils doivent donc invalider les votes en faveur de Biden. Elle a également fait la médiatrice entre plusieurs groupes qui ont organisé la manifestation des fous du bus qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021. Avec l'homme taureau là et ses copains qui vivent dans le garage de leur daronne. Anyway, malgré tout ça, Virginia n'a jamais été inquiétée par les autorités. Bon, à part quand le couple s'est fait taper sur les doigts pour avoir
oublié de mentionner quelques centaines de milliers de dollars de revenus aux impôts. Oupsie, sorry. La la la, je me balade de façon désinvolte. Et Clarence Thomas ne s'est jamais récusé des affaires dans lesquelles sa femme est intervenue, c'est-à-dire bien fermer sa gueule quand il aurait dû, éthiquement parlant, ne pas juger des cas où Virginia a été impliquée, même de loin. C'est la fin de cette vidéo sur l'affaire Anita Hill. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Avant de partir, pour pas louper la suite et pour me soutenir, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like et d'activer la cloche. Ça va me motiver à sortir ma prochaine vidéo le plus vite possible. Ciao ciao.